Je vais passer la parole à notre animateur très versé, une session pour voir comment est-ce que l'impact des normes sociales et des cadres juridiques sur l'enregistrement des faits d'état civil des femmes et des enfants dans le système ESSEC. Et nous avons donc la collègue qui est chargée de l'ESSEC ici au CRDI. Erina, vous avez la parole. Est-ce que mon microphone marche? Oui. Merci beaucoup. C'est un privilège d'être des vôtres avec des invités si distingués que j'ai le plaisir d'appeler amis. Ce panel suscite beaucoup de réflexions. Je vais peut-être commencer à présenter de ma gauche Samila Simelan, qui est le spécialiste technique de le CEC au FNIAP à New York, et il a de l'expérience acquise en Sud-Afrique avant de se joindre à l'organisation à New York. Nous avons Dan Doguet, qui est avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme à Pologne, et il est le point de contact pour les enjeux des Roms, et il a travaillé en Roumanie sur l'enjeu des Roms, et ce depuis les années 90, et au niveau de son pays et à l'échelle mondiale. Nous avons Claire Loral. Claire est formée en droit international et en droit de l'homme. Elle a un doctorat en santé publique de l'Université de Toronto, chargée sur les ODD et les droits. Claire a travaillé sur un enjeu très important qui est le genre à la lumière du SCEC dans la région du Pacifique. Elle va en parler. Lélia Sharafi, qui est conseillère du genre, qui vient du siège de FNIAP. Elle travaille sur un programme très intéressant, programme conjoint de l'UNICEF et du FNIAP contre l'incision des femmes. Elle apporte à cette table une expérience onusienne basée sur la société civile, et elle s'occupe des programmes du genre et des droits de la personne pour mettre fin à l'exploitation des femmes et des enfants. Lui, Nyamba conclut ce panel. C'est un de nos chercheurs, et il nous a quittés il n'y a pas trop longtemps, et il travaille maintenant au Burkina Faso. Il va nous parler de sa recherche sur des enjeux sexo-spécifiques, et nous espérons qu'il va nous faire part de ces données. Et il est un chercheur à l'Institut de la démographie et des statistiques du Burkina Faso. Je crois que ça conclut les présentations. Je voudrais peut-être faire une mise en contexte de ce panel, parce qu'il y a une réalité dont nous ne parlons pas. Quand on parle de CEC, on ne parle pas du lien avec la santé publique et la réalité pour les barrières sociales et les normes. Et il y a la réalité de l'inscription de l'état civil. Il y a des campagnes d'UNICEF avec plan international, entre autres. Et puis, on voit beaucoup d'investissements. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il y a une plus grande couverture dans les inscriptions à l'état civil? On voit des grands chiffres, mais on se dit que 70% des enfants sont inscrits. Bien sûr, on n'a pas de preuves, mais nous ne savons pas où est-ce que nous nous trouvons réellement dans la gestion des inscriptions. Et aussi,
je voudrais attirer votre attention sur une question. Investissons-nous à bon escient? Est-ce que c'est n'est que comme ça que nous devons investir? Comment est-ce que nous menons nos partenariats avec des collectivités pour que le citoyen, monsieur, madame, tout le monde, des gens qui n'ont pas quitté leur domicile et ne pourront pas, eux ne pensent pas le faire, comment les contacter, comment faire en sorte que ceux qui ont quitté leur domicile depuis longtemps aussi pourront avoir accès à cela. Comment est-ce qu'on peut faire encore qu'il y ait des participation communautaire autour des normes sociales qui commencent à la naissance, au mariage et au décès. Moi, je ne pense pas avoir une réponse à mes questions, mais on a beaucoup écrit dessus depuis une année. Et ces recherches nous ont dit qu'il y a peu de preuves que les normes sociales ont un impact sur l'inscription à l'état civil. Mais par contre, pour ce qui est des mariages, nous voyons qu'il y a peu d'antécédents, même pour commencer nos recherches, peu de données probantes. Donc, il va y avoir avant tout des présentations. Ensuite, on a l'opportunité d'échanger avec eux. On va commencer avec Andiles. Andiles va faire sa présentation autour de l'inscription au registre d'état civil des mariages et puis nous parler des données ayant trait cela. Merci beaucoup, Irina. Merci, chers collègues. C'est un honneur et un privilège d'être ici et de vous présenter le travail que nous avons fait. Le travail que nous avons fait au FNUT et à l'échelle de nos bureaux sur le terrain. Je vais vous parler de pourquoi il est important d'inscrire les mariages et divorces, quelle est la couverture, le taux de couverture de cette inscription et quelles sont les activités du FNUAP pour ce qui est de l'inscription des mariages. Et donc, je vais, comme je vous ai dit, vous parler de l'engagement du FNUAP face à tout ce qui a été dit. Pourquoi est-ce que il est important d'inscrire les mariages à l'état civil? On en a parlé en long et en large depuis ce matin. Je ne vais peut-être pas traîner quant à mes propos, mais je vais peut-être dire succinctement que l'inscription des mariages à l'état civil est un outil pour faire avancer les droits des femmes et des enfants, les droits sociaux et économiques. Et cela aide à avancer aussi les droits du genre. Donc, quand on analyse l'inscription du mariage et du divorce à l'état civil, cela nous permet de voir les tendances de réunion et de dissolution des familles, du noyau familial. Qu'est-ce que nous savons à propos de l'inscription des mariages? En bref, et Irina en a parlé, il y a très peu de preuves. En fait, nous en savons très peu, ce qui est du lien entre les inscriptions des mariages et divorces et la vulnérabilité. Même si on dit quand un mariage n'est pas un mariage inscrit à l'état civil, cela a des avantages. Ce n'est qu'une déclaration
anecdotique parce que nous n'avons pas des données qui nous permettent de dire que face à ce contexte, les femmes qui n'ont pas leur mariage inscrit ou ce segment de la population qui ne voit pas son mariage inscrit fait l'objet de détriment. En fait, on peut aller sur le site web des agences statistiques de plusieurs pays et on voit que peu font état de l'inscription des mariages. Et quand on regarde les données démographiques, on fait état des naissances et des mariages et des décès, pardon, et non pas des mariages. Ça, c'est un grand problème. Pour ce qui est de l'information obtenue par le FNIAP, nous avons regardé les recensements à la lumière de 106 questions. Et nous avons vu qu'il n'y a que 7 pays qui répondaient aux questions ayant trait à l'enregistrement des mariages. Et ici, nous parlons des pays de la Pologne en 2011, la Géorgie en 2014, le Kyrgyzstan en 2009, le Sénégal en 2013, l'Arménie en 2011, le Sri Lanka en 2011 et le Congo en 2007 et l'Australie en 2011. Et je ne sais pas si vous voyez sur la diapositive le cas propre au Congo-Brazzaville. Il n'avait pas une question directe quant à l'inscription des mariages, mais basée sur la loi nationale, on peut avoir accès à l'inscription des mariages dans le pays. Ensuite, de ces 7 pays qui avaient une question directe sur l'enregistrement des mariages, il y avait aussi le volet de l'inscription des divorces. Maintenant, au FNIAP, afin de répondre à cette lacune de connaissances ou de données, nous faisons l'évier de notre appui technique à travers des recensements ainsi que des sondages des foyers pour ainsi recopiler des données qui sont à la lumière des questions que je viens d'évoquer et des questions aussi soulevées ici. C'est quelle partie de la population ne voit pas leurs mariages et divorces inscrits à l'état civil? Est-ce que cela a une incidence sur le mieux-être des femmes? Donc voilà, nous espérons pouvoir répondre à ces questions. Ces 7 pays que j'ai évoqués plus tôt se sont prévalus d'approches qui diffèrent. La différence peuvent être vues à la lumière de la population de référence et à la manière dont ce questionnaire a été formulé. Donc, la population de référence avec 15 ans et plus, 10 ans et plus au Sénégal et à toute la population en Australie. Aussi, l'autre différence était comment est-ce que l'information sur le registre de mariage d'état civil a été... comment les informations sont saisies. Et dans certains cas, on se tenait compte, est-ce que les gens ont été mariés auparavant, n'ont jamais été mariés, ils sont séparés, et si la séparation est visée par des cours, etc. Par exemple, en Arménie, pour pouvoir estimer
l'enregistrement du mariage, c'est qu'ils ont divisé les catégories. Est-ce que c'est des personnes mariées et que ce mariage a été enregistré à l'état civil ou pas? Est-ce que ça a été fait, un mariage fait dans une église à travers un rituel? Kazakhstan, c'est différent. Et aussi, au Sri Lanka, eux, ils ont ventilé les catégories à marier ou non, mais en séparant la condition de marié, si c'est marié à l'état civil ou marié par la coutume. En Australie, par contre, le questionnaire venait avec des instructions aux intervieweurs en disant qu'on ne parlait de mariage que quand le mariage avait été enregistré à l'état civil. Donc, on ne pouvait pas parler de mariage autrement. En Géorgie, par contre, la question était simplement s'il y avait un mariage. Au Sénégal, il y avait des catégories entre un mariage monogame ou polygame. Et il y a eu une troisième question par rapport à l'inscription du mariage dans le registre d'état civil. Je vous ai parlé du cas propre au Congo où il n'y avait pas de réponse directe quant à l'inscription du mariage à l'état civil, mais basé sur la connaissance du genre de mariage ayant cours dans le pays et à la lumière des mariages reconnus par la législation nationale, on a pu avoir un estimatif quant au taux de mariage inscrit à l'état civil. Au Congo aussi, les mariages coutumiers ne sont pas inscrits à l'état civil. Comme en résumé, on peut voir la compilation qu'on avait. Vous avez 13% de mariages inscrits au Congo, 27% au Sénégal, vous avez un 93% au Kyrgyzstan et un 95% en Arménie. Et les inscriptions des taux de divorce en Arménie étaient de 60 à 61%. Donc, nous montrons une vision de pays où il y a un taux d'inscription qui va du très bas au très haut. D'abord, nous observons que quand il y a des différents types de mariage et que le taux d'inscription à l'état civil est bas, c'est qu'il y a plusieurs genres de mariage. Au Sénégal, au Congo, c'est parce que les mariages coutumiers ne sont pas inscrits à l'état civil, ce qui réduit les chiffres. Par contre, au Kyrgyzstan et en Arménie, anciens pays membres de l'Union soviétique, il y a une culture d'inscription à l'état civil des événements importants. C'est pourquoi nous avons une couverture qu'on peut voir comme étant universelle. Et il est vrai qu'il y a d'autres facteurs, celui du niveau de scolarisation, la présence dans une zone rurale ou urbaine, comme étant des facteurs qui peuvent différencier l'inscription. Donc, en conclusion, ces facteurs qui sont ici montrés à l'écran et nullement par ordre d'importance, ce sont des facteurs qui différencient l'inscription à l'état civil d'un mariage ou d'un divorce. Au FNUAP, nous nous mobilisons dans cette
cette initiative en organisant des conférences ministérielles à l'échelle régionale et en suivant nos progrès. Et nous allons spécifier des questions dans nos recensements 2020 pour ressortir de manière claire l'enjeu du mariage inscrit. Parce que nous collaborons avec Open Data Watch et nous avons formulé des questions recommandées. Et nous voulons continuer à faire des recherches tout en espérant que nos travaux vont mener à des réformes juridiques quand il y a nécessité de le faire, ainsi qu'à la publication de résultats et qu'à partir de cela, il y aura une plus grande sensibilisation des populations quant à l'importance de l'inscription des mariages et des divorces à l'état civil. Maintenant, je vous ai parlé des questions que nous allons former. La question sera celle-là. Quel est votre type? Quel est le mariage dans lequel vous vous trouvez? Est-ce que c'est un mariage civil, statutaire? Est-ce que c'est traditionnel, coutumier? Et puis, la question après, c'est vrai, est-ce que ce mariage est légalement inscrit? Donc, et finalement, demander, avez-vous un certificat qui montre que ce mariage a été inscrit. Et puis par la suite, nous allons avoir des données par rapport à l'âge. Voilà un impératif qui est recommandé dans le cadre de nos recensements. Parce qu'en 2010, nous avons vu que moins de 30% de pays posaient cette dernière question. Or, pourtant, c'est ce genre de questions qui peut nous aider à voir s'il y a des mariages précoces ou pas. Merci beaucoup. Une présentation assez intéressante sur l'inscription à l'état civil des mariages. Je vais demander à Louis Nyamba de nous faire une présentation sur la différence du genre dans l'inscription des ECEC. C'est une étude faite par lui et lui va nous parler de la perspective communautaire et celle des dirigeants. Merci encore une fois de plus les organisateurs de me donner l'opportunité de présenter quelques résultats de ma recherche que j'ai menée ici même au CRDI durant l'année 2019 où j'étais titulaire de bourse de recherche. Ma présentation aujourd'hui va porter donc sur les différences de sexe en matière d'enregistrement des faits d'état civil. Cette étude a été menée en 2019 et ça s'est passé dans l'Observatoire de population de Nounas dans la province de la Kossi au Burkina Faso. Nous avons collecté des données à la fois du côté de la demande et du côté de l'offre. Du côté de la demande, notre enquête a porté sur des événements comme les naissances, les mariages et les décès qui ont eu lieu durant l'année 2015. Et du côté de l'offre, nous avons eu des entretiens au niveau des centres de santé et des centres d'état civil qui sont les mairies, les préfectures, pour ceux qui connaissent l'organisation administrative des services d'état civil au Burkina Faso. Et des deux côtés, que ce soit du côté de l'offre ou du côté de la demande, nous avons collecté des données à la fois quantitatives et qualitatives. Quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus? Comme vous le voyez, nous n'avons eu que 37% des naissances qui avaient été enregistrées dans les délais légaux de 2 mois. Il y avait 41% qui n'avaient pas d'enfants qui n'avaient pas de documents de naissance. Et il y avait certains parents qui confondaient les attestations de naissance qui étaient délivrées par les services de santé avec les certificats de naissance qui sont délivrés par les centres d'état civil, raison pour laquelle nous avons pratiquement 8% des enfants qui avaient des attestations de naissance, mais qui n'ont pas été par la suite suivis d'un enregistrement à l'état civil.
Comme vous voyez, 37% d'enregistrement, c'est vraiment faible. Dans notre étude, on a constaté qu'il y avait 95% des naissances qui avaient eu lieu dans les formations sanitaires. Malheureusement, les naissances ne sont pas enregistrées dans les formations sanitaires, c'est-à-dire les formations sanitaires ne sont pas des centres secondaires d'enregistrement des naissances, ce qui fait que nous sommes à un niveau aussi bas de l'enregistrement des naissances au niveau des centres d'état civil. Nous n'avons pas eu de différence significative entre les garçons et les filles concernant donc la possession de ces différents documents de naissance-là. Et les facteurs importants qui jouent positivement sur l'enregistrement des naissances à l'état civil dans cette communauté, c'est notamment le fait de résider en milieu semi-urbain, c'est le fait d'être proche d'un centre d'état civil. Il y a également des facteurs culturels. Il y a certaines ethnies qui enregistreraient plus les naissances que d'autres. Et en dernière position, il y a la possession des documents d'identité par les mères, qui est un paramètre important donc, pour l'enregistrement des naissances à l'état civil. Si la plupart des pères ont des documents d'identité, ce n'est pas le cas des mères où on avait pratiquement 60% qui avaient des actes de naissance. Et pourtant, on a besoin des documents d'identité des deux parents pour donc enregistrer les naissances des enfants à l'état civil. Nous avons posé les questions à nos enquêtés pour pouvoir voir, selon eux, les raisons pour lesquelles les naissances ne sont pas enregistrées à l'état civil. Et la première raison qui nous est revenue, c'est que c'est de la négligence. C'est-à-dire que les gens ne voient pas l'intérêt de l'enregistrement des naissances à l'état civil, surtout juste 2 mois après cet événement. Et nous n'avons pas trouvé de différence significative pour cette perception de négligence entre les femmes et les hommes. La deuxième raison, c'est les raisons financières. Et là également, nous n'avons pas trouvé de différence entre les hommes et les femmes. La troisième raison, c'est les délais d'acquisition des actes de naissance, les délais longs d'acquisition des actes de naissance. Ça, c'est un facteur qui était plus évoqué par les pères, les hommes. Ils trouvaient qu'il fallait faire plusieurs va-et-vient dans les centres d'état civil avant d'entrer en possession donc, du document de naissance. Comme dans le cadre des analyses quantitatives, il y avait également les facteurs de distance et les facteurs de non-possession des documents d'identité par les mères qui ont été évoqués comme des freins donc, à l'enregistrement des naissances à l'état civil dans cette zone. Vous remarquez cette courbe ici, cette courbe démontre. Here on this graph, you'll see that whatever the sex and or their first name, most births are in the time frame of 10 to 15 years, because this is the age where children write their first exam at school, in elementary school. And in order to write this exam, children need to have a birth document in order for them to be registered. Now, when it comes to registration of marriages, we saw that there were only 2% of marriages that were celebrated at the civil or civic level. Most marriages were religious ones. And as we expected, the average age for men for marriage was higher than that of women. There was a difference of about 10 years. And we noted that in samples of women in this research, 20% were married before the legal age of, which is 17 years old in Burkina Faso for women, and 12% of men were married before the legal age, which is at 20 years old. As we said earlier, religious weddings or marriages are those that are celebrated at a higher rate. And when we gave our respondents the choice to choose between the different types of marriages, they chose the religious marriage. And they even suggested that this marriage would be more likely to be registered than that of a state marriage.
Now, when it comes to death registrations, only 3% of deaths were those that were registered in on n'a pas trouvé de différence significative entre les hommes et les femmes, mais il y a un élément essentiel qui a noté ici, c'est qu'on a constaté que les proportions des hommes qui décédaient dans les centres de référence, l'hôpital de référence de Nounan, avaient des proportions plus élevées que celles des femmes, ce qui indiquerait qu'apparemment il y a une attention plus soutenue donc, à la santé des hommes par rapport aux femmes. Et dans la majorité de la population de cette zone, on ne sait pas que le décès devrait être enregistré. Il n'était que 7% qui savaient qu'on devrait enregistrer le décès et il n'y avait aucune différence entre les hommes et les femmes. Et naturellement, la raison principale, c'est qu'on ignore pourquoi on doit enregistrer le décès. Nous nous sommes également intéressés à l'enregistrement des décès à l'état civil après les délais légaux de 2 mois. Et comme vous le constatez, l'enregistrement des décès masculins est de loin ce qui se pratique là-bas par rapport à l'enregistrement des décès des femmes, comme vous le constatez sur la courbe ici. L'explication plausible donc, de cette situation, c'est que dans cette zone, on enregistre les décès que quand le défunt laisse derrière lui un héritage. Et comme les hommes sont les personnes qui détiennent donc la plupart des pouvoirs, dont le pouvoir économique, on comprend aisément qu'il y ait plus d'enregistrement des décès des femmes et des hommes par rapport à l'enregistrement des décès des femmes. Pour terminer, je dois signaler que les indicateurs que je présente ici ne sont valables que naturellement pour la zone d'étude. Ils ne peuvent pas être extrapolés à toutes les régions du Burkina Faso. C'est la raison pour laquelle on avait suggéré en son temps que des études similaires puissent être menées dans d'autres contextes. Je pense qu'avec le soutien du Centre d'excellence et puis de l'UNFPA, il y a des études similaires qui sont en cours dans des observatoires de population du Burkina Faso. Et nous pensons que les résultats de tous ces observatoires pourront permettre de mieux affiner les stratégies d'amélioration d'enregistrement des faits d'état civil précisément au Burkina Faso. Je vous remercie. Merci beaucoup. I'm going to ask now Dan. Maintenant, Dan Dogui va nous donner un exposé sur la population Roma en Europe. Pour la plupart des conférences européennes et dans les réunions régionaux, on parle des gens en Afrique, en Amérique latine, mais il y a aussi des gens qui sont touchés en Europe. Il faut cibler, il faut se concentrer aussi sur ces minorités. Merci. Merci aux 3 partenaires d'avoir organisé cet événement tellement important. Je suis dépassé avec toutes les données et l'information qui provient d'un groupe divers d'acteurs qui travaillent là-dessus. Mon exposé sera un petit peu atypique pour une telle conférence parce que la population Roma n'est pas aussi bien connue. Alors voilà, je vais essayer de vous donner un peu d'informations sur l'information Roma et les défis auxquels cette population fait face. Alors, qui sont les peuples Roma? Ce sont des Indiens. Les Roma sont partis de l'Inde nord-ouest il y a 1000 ans et ils sont arrivés au continent européen dans des vagues différentes et de lieux différents. Dans leur passé, ils ont beaucoup migré. Ici, sur la carte, vous allez voir les roues rouges. Plus elle est grande, plus la population Roma existe dans ce pays. En Roumanie, par exemple, mon pays natal,
D'après le recensement de la population Roma, on voit qu'il y a à peu près 600 000 personnes. Et on croit qu'il pourrait même avoir jusqu'à 2 millions de personnes Roma. Cela démontre alors le problème auquel le peuple Roma font face quand on discute des documents d'état civil. L'histoire de la population Roma était une de persécution et oppression et de la perpétuation de l'exclusion et de la marginalisation. Les choses n'ont pas changé beaucoup et c'est malheureux. Cette année en Roumanie, le 20 février, nous avons célébré 164 ans depuis la libération de la peuple Roma de l'esclavage, parce qu'ils étaient des esclaves pendant plus de 500 ans. Ils étaient libérés sans mesure de compensation, sans de politique d'inclusion, presque rien même. Ils étaient aussi victimes en Europe de déportation, d'emprisonnement et d'exécution et d'extermination durant l'Holocauste. Près de moitié de millions de Roms ont été exterminés au cours de la Seconde Guerre mondiale. J'aimerais maintenant vous présenter ces données. Avec l'Agence des droits de l'Union européenne, il y a eu des sondages qui ont eu lieu pour évaluer la situation de la discrimination contre les minorités. Un groupe, c'est le groupe Roma. Et d'après les résultats, on voit que les Roms sont les plus vulnérables à la discrimination et au crime. D'après le sondage, on peint une situation de 12 millions de Roms en Europe et 6 millions d'entre eux sont dans l'Union européenne. On voit qu'il y a beaucoup de discrimination qui n'est pas documentée et il y a donc 62 jusqu'à 100% de Roms qui n'ont pas documenté leurs expériences de discrimination à quiconque autorité. Ils n'ont non plus documenté ou signalé cela à cause d'un manque de confiance dans les structures juridiques du pays. Voilà la liste de pays qui ont fait l'objet de cette examination. Donc, 34 000 individus ont été sondés pour voir quelles étaient leurs expériences vis-à-vis de la discrimination et de l'exclusion. L'Agence de l'Union européenne a indiqué un grand nombre de gens qui étaient exclus. Donc, 8 à 10% de Roms faisaient face à la pauvreté. La moitié d'entre eux vivent dans des logements inadéquats. Voilà, ici, vous voyez des tentes qu'on voit dans plusieurs régions de l'Europe. Ici, le graphique, vous voyez le risque de pauvreté. La ligne horizontale vous démontre la population qui fait face à la pauvreté, et cela en 2014. Et le bleu pâle démontre la population Roma. Dans chaque pays, il y a des centaines de colonisations non officielles qui n'ont pas de structure. Il y a des maisons qui ne sont pas légalement obtenues. Il n'y a pas d'enregistrement. Un Roma sur 4 n'a pas de travail. Les femmes Roma, et manifestement nous l'avons vu dans le monde entier, doivent faire face au plus de vulnérabilité. Ici, vous voyez des photos de Roma, des personnes Roma qui habitent dans des
des baraques improvisées. Les défis, bon, il y en a plusieurs au niveau logistique et procédural. Il y a les frais, qui est difficile pour les gens qui ont des problèmes. Il y a aussi les problèmes de registre d'inscription. Une inscription en retard nécessite donc un autre témoin et d'un adulte documenté. Et cela n'est pas toujours facile à trouver. L'inhabilité d'enregistrer des gens à cause qui n'ont pas d'adresse fixe. Et voilà, vous voyez des photos qui démontrent la situation socio-économique. Il y a des Roms qui n'ont pas la langue de l'État et ne comprennent pas les nécessités pour l'enregistrement. Il y a une méconfiance vis-à-vis des autorités. Il n'y a pas beaucoup de connaissances des avantages d'inscription. Cela mène à plusieurs conséquences, un accès limité aux accès publics, santé, éducation, prestations, etc. Et il y a aussi l'inhabilité de participer en tant que voteur et dans les processus électoraux. Voilà toutes les conditions qui exacerbent cette méconfiance envers les institutions de l'État. Il y a plusieurs recommandations, mais on en a déjà parlé. Ce ne sont non seulement des recommandations, mais aussi des solutions qui ont été discutées. Pour ce qui est des OSCE, bon, c'est l'Organisation pour la sécurité en Europe. C'est une organisation intergouvernementale qui comprend 57 États, 55 en Europe, y compris le Canada et les États-Unis. Alors, j'ai l'impression d'être chez moi ici. Alors, voilà, c'est l'organisation OSCE. Pour ce qui est des Roms, il y a des engagements qui ont été pris depuis 2003. Il y a un plan d'action pour améliorer le sort des Roms qui indique que les États ont le devoir et la responsabilité d'assurer que les Roms ont tout document nécessaire, y compris les identifications de naissance. Et l'organisation travaille avec l'État civique pour s'attaquer à ces problèmes. Ce que nous avons fait, nous avons nous avons une étude sur l'établissement des enregistrements. Nous avons organisé plusieurs réunions, ateliers pour rassembler l'État civique qui comprend les représentants étatiques pour discuter des problèmes et pour trouver des solutions. Je suis très heureux de dire qu'en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations unies sur l'apatride, nous avons déjà organisé 3 séminaires conjoints et des visites entre le gouvernement, les représentants du gouvernement de l'Ukraine pour parler aussi avec la Serbie, la Géorgie et à Bosnie et Herzégovine. Il y a eu la production d'un document de pratique de la région OSCE qui analyse le côté de genre et souligne la vulnérabilité des femmes. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Je cède la parole à Claire pour parler de normes, logement, registration. Elle va donner des exemples qui sont tirés de la région en Asie. Merci, Irina. Bon après-midi à vous tous. Je proviens de l'Université de Queensland, recherche sur la politique, et je vais vous présenter une approche qui se base sur les droits pour renforcer les systèmes pour ce qui est d'un projet d'enregistrement de décès. Et cela a pour but pour assurer la justice. J'aimerais saluer mon collègue ici dans la salle, Gloria Matingue,
qui est un conseiller ESEC dans la communauté pacifique. J'aimerais aussi saluer mes autres collègues de la région Pacifique, des Philippines, du Fidji. Ils sont bien au courant que je ne parle pas au nom des peuples de la région Pacifique parce que c'est une région très riche au niveau culturel et divers. Alors, un contexte sur notre projet de recherche. Nous venons de recevoir un financement pour le projet. Comme vous voyez ici, nous allons faire avancer les ESEC dans le Pacifique pour cibler les décès maternels et les décès des femmes à cause de violences. Ça nous a pris 12 mois pour établir cette idée parce qu'on voulait tisser des liens et on savait que ça allait être un projet interdisciplinaire. Alors, on savait qu'on devait avoir une bonne équipe. Alors, l'équipe, on a des collègues dans notre pays et des collègues qui proviennent de la division de statistiques, par exemple Gloria, des collègues qui sont basés à Fidji et aussi des collègues universitaires de l'Université de Queensland de 3 facultés, une spécialiste en santé publique qui spécialise sur la stigmatisation, genre et la santé. Il y a moi-même, je spécialise dans des approches sur les genres et un autre collègue qui est spécialiste dans les systèmes juridiques. Alors, on s'est dit que c'est cette première étape du projet. On voulait avoir un petit projet, de faire un bon travail et de tirer les leçons que nous avons apprises du projet. Alors, on allait cibler un pays en particulier. Il y avait 2 objectifs. Premièrement, c'est d'évaluer la politique et les lois de ce pays par rapport au renforcement des ESEC et pour les décès maternels et les décès des femmes à cause de violences conjugales. Alors, il y a 2 volets au projet. Il y a une évaluation de la politique et les lois et une analyse en profondeur sur le terrain et nous voulons parler aux parties prenantes. Alors, la société civique, les leaders, les organisations religieuses, parce qu'on sait que ces groupes jouent un rôle très important dans la région Pacifique. Et aussi, on veut parler au gouvernement, les bureaux d'enregistrement civique. Alors, il y a des facteurs qu'il faut garder à l'esprit quand on fait une recherche sur les enregistrements de décès et des femmes. Alors, il faut savoir que c'est une culture riche, diverse. La région Pacifique équivaut à 15% du monde. Il y a plusieurs îles et territoires qui étaient éparpillés dans la Micronésie, Mélanésie et la Polynésie. Alors, il y a des États avec des petites populations. Par exemple, Nauru, c'est une petite île en Micronésie. Il y a 14 000 personnes. Fidji, par exemple, il y a moins de 1 million de personnes. Papua-Nouvelle-Guinée, 8 millions. L'Australie, 25 millions. Alors, il faut reconnaître que dans ces 26 pays et territoires, ils ont tous leur propre système de ESEC, leur propre écosystème, leurs normes, toutes des choses qui affectent ce contexte. Il y a plusieurs pays qui ont signalé qu'ils ont plus de 95% d'enregistration à Niue, Palau et les îles Palawana. Mais il y a plusieurs pays veulent augmenter le taux d'enregistrement de naissance et de décès. Il y a une complexité dans ce processus et c'est la géographie. Ces pays sont éloignés
du monde. Il y a plusieurs des nations d'archipels. Il n'y a pas forcément une culture d'enregistrement dans ces pays. En même temps, dans le Pacifique, il y a eu une tendance vers l'urbanisation, et cela pour plusieurs raisons économiques, changement climatique. Mais cela ne veut pas dire qu'une culture d'état civil peut exister facilement dans ces régions urbaines. Il y a des systèmes patriarcaux, il y a des chefs, il y a des villages qui ont toujours été organisés avec des rôles et des statuts en particulier. Il faut aussi rappeler que dans ma région, il n'est pas tout simplement des pays de à faible revenu qui font face à des problèmes d'enregistrement. Dans mon pays même, en Australie, et moi je proviens de Queensland, il y a une sous-enregistrement de naissance pour ce qui est des peuples autochtones. L'étude qui a été dévoilée en 2018 a démontré qu'entre 8 à 10% des naissances autochtones dans mon État ne sont pas enregistrées, et cela est incroyable. Mais quand on pense aux normes culturelles et barrières aux enregistrements de naissance et de décès, dans des pays comme le mien, il faut être au courant des structures de pouvoir qui existent et la langue d'enregistrement. Alors, il faut s'assurer que quand on fait une telle étude, et quand on a ces pratiques, qu'on comprend tout le monde. Il faut qu'on ait des bonnes approches. Il faut avoir une gouvernance participatoire. Alors, l'approche qu'on avait utilisée dans l'équipe pour ce projet, pour se pencher sur ces enregistrements de décès, et le suivant. Alors, quand on a publié le document, bon, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de documents d'études qui ont été déjà faits sur le ESEC. Les bonnes approches, bon, quand on pense à la justice de genre, et bon, c'est quelque chose de fondamental. Il y a eu plusieurs discussions pour expliquer la raison pour laquelle il n'y a pas eu beaucoup d'études là-dessus, mais Alison, bon, je suis d'accord avec vous qu'il faut avoir des praticiens pour s'assurer qu'il n'y a pas de pratiques discriminatoires. On est aussi des défenseurs du système de ESEC. Il faut pouvoir utiliser les données qui découlent de ces systèmes et de souligner les lacunes dans les données pour faire la promotion ou pour démontrer les défis qui existent dans différents contextes. Alors, dans l'article, j'ai souligné l'approche des Hauts Commissariats des Nations Unies et les données. Étant donné les risques avec les systèmes de renforcement de ESEC, et le soutien de 2013 pour un renforcement de données, le Haut Commissariat des Nations Unies en 2015 a énoncé une note sur une approche sur les données. Et cette note découle de principes internationaux de statistiques et fait écho à la révolution pour avoir un développement durable qui représente les droits de la personne. Et dans mon document, je propose que ces 6 principes et ce cadre en particulier qui a été dévoilé par le Haut Commissariat des Nations Unies fournit un gabarit excellent pour pouvoir examiner la façon dont on peut intégrer des approches qui pourraient encourager les pratiques de documentation d'enregistrement. Et aussi, on pense aux acquisitions et les données qui portent sur l'enregistrement. Et je crois que Timothy Orles en avait parlé ce matin. Voilà ici les 6 principes qui se basent sur les droits
qu'on devrait entamer d'après le Haut-Commissariat des Nations Unies quand nous travaillons dans les systèmes du renforcement de ESEC. Ce que nous devons rappeler, et bon, Gloria et moi en avons beaucoup discuté, quand on utilise ces principes à des contextes différents, il y aura des réponses, différentes réponses et questions qui seront soulevées. Je n'ai plus de temps. Je voulais tout simplement vous expliquer que le soutien accru du renforcement de ESEC par le modèle écologie sociale reflète l'approche qui se base sur les droits que nous défendons et que nous proposons. Merci beaucoup. Merci, Claire. Merci d'avoir parlé de ces modèles. Dû au fait que, bon, c'est un programme d'apprentissage avec le ESEC. Alors, on peut tirer des leçons des autres, surtout quant à la santé publique. Et ici, je pense à deux programmes. L'éradication du polio. Et on sait qu'il y a une stagnation vis-à-vis des cas de polio. Il faut cibler la mobilisation sociale, surtout pour le cas de l'Inde. La communauté de travailleurs a pu éliminer le polio en Inde et ils ont pu dupliquer ce modèle dans le monde. Et un autre programme, et on espère pouvoir apprendre de ce programme, c'est le programme de l'ONU et UNICEF sur la mutilation génétique. Et on parle des comportements. Et en tant que praticien en ESEC, on devrait même penser à mettre ces idées en pratique. Bear with me here. Okay, here we go. So, yes, my name is Layla, but you... Je m'appelle Leila, mais vous voyez un autre nom ici à l'écran. C'est vraiment la gourou du programme MGF. Elle n'a pas pu être là parmi nous aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous parler de l'excellent travail qui se fait depuis 13 ans grâce à UNICEF et d'autres organismes. Alors, voici une expérience sur laquelle nous pouvons viser pour regarder les normes sociales et comment ça s'est appliqué à un programme qui vise à promouvoir l'égalité des sexes et aussi comment nous pouvons tirer des leçons de ces apprentissages et améliorer le travail des sexes. Bon, c'est bizarre, ça change tout seul. C'est très sensible. Alors, MGF. En attendant les bonnes diapos, bon, les MGF, c'est une pratique qui implique l'altération ou le changement des génitaux des filles et c'est reconnu comme une enfreinte aux droits de la personne et c'est reconnu en vertu du 5,3 pour des raisons, c'est fait pour des raisons non médicales. Nous savons que la pratique est en baisse dans la majorité des pays, mais étant donné qu'il y a une croissance importante des populations dans ces régions-là, il y aura de plus en plus de filles qui seront coupées. Le programme est dans sa troisième phase. C'est un de nos programmes principaux pour parler des inégalités des sexes. C'est un programme conjoint dans la famille des Nations unies.
C'est un programme important qui vise 17 pays, surtout en Afrique, mais aussi en Moyen-Orient. Plus de 3,3 millions de filles et de femmes ont profité du programme. Plus de 24 millions de personnes ont été mises en connexion. 13 pays ont mis sur pied des politiques et des cadres légaux. Et nous voulons continuer à traiter de ce problème. Maintenant, je voudrais parler de la science des normes sociales. Nous savons qu'il s'agit de règles non écrites qui gèrent les comportements d'un groupe ou d'une société. C'est informel, souvent implicite, et qui vont à l'encontre des attitudes communes détenues par les personnes individuelles. Cela peut dicter les croyances des gens d'un groupe, des membres d'un groupe, pour dire ce qui est typique et approprié. C'est un rôle que les gens de la collectivité suivent et d'autres vont suivre aussi. Alors ici, vous voyez à la diapo qu'il s'agit d'actions interdépendantes. À droite, on voit qu'une norme sociale est non seulement bâtie par les croyances d'une personne, mais aussi à l'intérieur d'un groupe de référence. Chaque personne a des groupes de référence, que ce soit la famille, le groupe religieux, la collectivité, les collègues, etc. Bon, les normes sont tenues dans le groupe de référence et il est important de l'identifier dans ce programme, dans l'approche des normes sociales. Dans la collectivité, si on veut adhérer au changement, c'est ça qui est important. C'est essentiel. Voici des images que nous avons incorporées. Il y a l'action indépendante où vous ramez un bateau tout seul et aussi l'action interdépendante où vous ramez avec une autre personne ou avec une équipe. Il faut partager des normes sociales pour vous dire quoi faire et comment procéder. Il existe deux points de vue sur les changements des normes sociales. C'est difficile à changer parce que les actions d'une personne dépendent des autres gens dans le groupe de référence. Il faut donc aller travailler avec tous les secteurs de la société, les garçons, les filles, les parents, les leaders traditionnels, des membres du personnel médical, de la collectivité. Il faut que ça touche à tout le monde, tous les acteurs. Et deux choses qu'on voudrait que vous rappeliez au moins. Suffisamment de gens doivent y croire pour que suffisamment de personnes changent et le voir, c'est y croire. Dans le cas du MGF, il y a plusieurs facteurs qui font la différence. Les connaissances, l'attitude, la législation, les raisons économiques. On dit toutefois, on a trouvé que les raisons économiques ne jouent pas un rôle sur l'élimination du processus et aussi l'accès aux services de qualité. Je voudrais que vous regardiez la bulle en haut à droite, les attentes sociales. Voici où on trouve qu'il y a l'accent sur le maintien des pratiques. Ce sont les attentes sociales. Bon, c'est pas que moi, je me dis que ma fille devrait pas être coupée ou que ma mère ne croit pas que sa petite fille devrait être coupée, mais c'est plutôt ce que je crois que les autres désirent et ce que les autres vont continuer à faire. Alors, c'était un système de récompense ou de punition si on suit ou non. C'est ça que vise le programme. Alors, un autre niveau de problème, les normes sociales sont incluses dans un modèle culturel plus large. C'est l'identité en tant que femme, que conjointe. C'est l'identité de ses rôles du genre, ce que ça veut dire faire partie d'une collectivité, l'identité d'être une fille, une femme, la fille de quelqu'un. Donc, il y a toutes sortes de normes d'identité qui sont reliées à une norme qui arrive à dire qu'une fille doit être coupée. Donc, c'est vraiment un enjeu difficile que de traiter de toutes ces normes et ces attentes en même temps. Bon, voilà une diapo sans rien dessus. Regardons maintenant de près le programme MGF.
Je veux vous dire que nous parlons ici des enjeux au niveau communautaire. Bien sûr, le programme MGF utilise le modèle écologique. Le national, les politiques, les règles, les lois et la collectivité, c'est ce que nous visons ici. Le processus de changement commence par le fait qu'on a un groupe de référence qui sont des gens qui croient que changer la norme est essentiel. En utilisant ce groupe-là pour avoir des discussions soutenues avec un dirigeant qui s'y connaît, eh bien, il faut établir le curriculum. Ensuite, ce groupe-là va partager l'information avec d'autres membres de la collectivité. Donc, c'est une discussion organisée. Voici et c'est ce qui se trouve à la prochaine diapo. Alors, il y a le groupe central qui font des discussions avec un animateur qui s'y connaît. Et puis, le groupe va faire passer les connaissances à leur collectivité. Et cela se propage et cette collectivité va parler à d'autres collectivités aussi. Voici une diapo très importante parce qu'à la deuxième étape du programme conjoint, nous avons reconnu que peut-être nous étions au point de dire, bon, il faut arrêter de couper les filles. Peut-être que même la collectivité a commencé à adopter cette croyance. Mais ce qu'on voyait, c'est que on ne bâtissait pas le pouvoir des femmes ou des filles de la collectivité. On faisait suivre les normes sur le sexe qu'on voulait faire éviter. On ne voulait pas seulement faire cesser le MGF, mais aussi promouvoir l'égalité des sexes. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était d'ajouter au programme des éléments qui visaient la croissance du pouvoir des filles et des femmes. Au début du programme, on voyait peut-être des aînés mâles qui étaient les gens qui parlaient d'abandonner les pratiques. Mais au fur et à mesure du temps, là où les programmes sont en place depuis assez longtemps, ce sont les femmes qui prennent le dessus et qui prennent en charge le programme. Même parfois les filles, elles aussi. C'est important lorsqu'on parle d'égalité des sexes parce qu'il faut changer les choses à la base. On peut parler de l'importance de ne pas couper la fille sans parler de la valeur d'une fille et son droit à l'éducation et la prise de décision et au leadership. C'est ça qu'il faut retenir. Prochaine étape. On a un groupe qui diffuse l'information dans la collectivité, à l'extérieur de la collectivité. Eh bien, éventuellement, il faut créer des moments publics. C'est pas seulement une croyance individuelle, non. C'est le fait de croire que le reste de la collectivité, c'est les voisins, les autres gens du groupe de référence ont aussi la même croyance que ça devrait arrêter. Dans ce programme, nous avons utilisé beaucoup les déclarations publiques. Ce sont des rencontres organisées où les collectivités démontrent publiquement qu'ils ne vont plus pratiquer l'MGF. Bon, les images sont très petites ici, c'est difficile à voir, mais on peut comprendre non seulement la déclaration publique, mais il y a une image en haut au centre du Soudan, le programme Slimane. C'est un programme au Soudan. Les gens commençaient à porter des tissus orange et jaune pour démontrer leur appui de l'abandon de la pratique. Les symboles visuels peuvent être essentiels pour démontrer que d'autres personnes autour de nous, autour de soi, comme moi-même, comme ma famille, appuient aussi l'abandon de cette pratique. Il y a une autre photo en bas à gauche
sur une initiative au Pakistan qui démontre une couverture jaune pour promouvoir le contact peau à peau des nouveau-nés. Et cette couverture jaune est devenue un symbole de changement des pratiques et des croyances. Alors, ces deux images en haut sont aussi des images de déclaration publique. C'est pas suffisant d'arrêter dans la collectivité ou dans son groupe de référence. Il faut vraiment faire rayonner ce changement. On peut utiliser les médias dans les collectivités nomades en Éthiopie. On peut utiliser le Dago, qui est une façon traditionnelle de faire diffuser les nouvelles, utiliser la radio communautaire, etc. Il faut diffuser les nouvelles normes qui sont maintenant acceptées. L'option d'une nouvelle norme sociale, et voilà. Dernière diapo, l'harmonisation des changements sociaux. Dans la réglementation morale et juridique. Alors, les normes sociales, comment ils jouent dans le cadre juridique. Alors, les valeurs personnelles, les valeurs communautaires, la police, qu'est-ce qu'on connaît? Il y a parfois une dissonance entre les normes et les attentes, et c'est ça qui est difficile. Les leçons pour le genre et le ESSEC, eh bien, il faut que ce soit mené par les gens, il faut que ça vise les gens. Il faut qu'un nombre suffisant du groupe essaye de faire la diffusion ensemble pour avoir un impact sur les autres. 3 points pour conclure. Tout ce que nous faisons qui traite des normes sociales, il faut reconnaître qu'il faut que ce soit un effort soutenu. Ça va prendre du temps. Les discussions dont je vous ai parlé avec les collectivités, eh bien, ça s'étale sur des années. C'est pas un travail facile, ça prend du temps, c'est difficile à mesurer. Il existe des mesures, mais ça prend beaucoup de patience, de connaissance et d'implication délibérée et d'attention particulière aux normes visant le sexe. Il faut que ce soit maintenu au cours du temps et de montrer qui appuie quoi et vraiment le diffuser. Ensuite, de travailler avec la société civile et les mouvements des femmes, comme on l'a dit. Merci. Merci, Léla. Beaucoup de bons apprentissages sur ce programme. Merci. Maintenant, je vais poser à chaque personne une question et je vais vous demander de veiller au temps qu'on vous donne. 1 minute à 90 secondes. Notre assistance voudrait bien sûr poser des questions. Louis, tout d'abord, la recherche, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des connaissances sur l'enregistrement des actes de la vie? C'est vrai que ma recherche a clairement montré que les connaissances, les attitudes et les pratiques sont des paramètres très importants qu'il faut prendre en compte lorsque on veut améliorer l'enregistrement des faits d'état civil. Même si nous mettons en place toutes les infrastructures qu'il faut, tous les personnels qu'il faut, tant que les connaissances ne sont pas améliorées, tant que les attitudes, les pratiques ne changent pas, il serait difficile d'améliorer l'enregistrement des faits d'état civil. Donc, il faudra mettre l'accent sur la sensibilisation des populations. Si je prends le cas, par exemple, de l'enregistrement des naissances, notre étude a montré que la quasi-totalité de nos enquêtés savaient que les naissances devraient être enregistrées. Mais nous nous sommes retrouvés à 37% d'enregistrement des naissances. Pourquoi? Parce que ces gens ne connaissent pas l'importance de l'enregistrement des naissances juste 2 mois après, ou qu'ils ne connaissent pas les délais légaux d'ailleurs d'enregistrement de ces naissances-là. Dans les tests du Burkina, par exemple, il est permis que les femmes enregistrent les naissances, les décès, mais il y a peu de femmes qui usent de ce droit. Elles préfèrent, c'est elles-mêmes qui le disent, hein, l'enregistrement des faits d'état civil, c'est l'affaire des hommes.
D'ailleurs, dans cette localité, si vous voulez avoir des documents d'identité des membres du ménage, il faut attendre le chef de ménage parce que c'est lui qui a par devers lui tous ces documents d'identité. De plus, par exemple, pour les filles mères ont des difficultés pour enregistrer les naissances de leurs enfants, surtout si la paternité n'est pas reconnue. Et pour l'enregistrement des mariages, nous l'avons vu, même lorsque nous demandons aux enquêtés de choisir entre les différents types de mariages, ils choisissaient volontiers le mariage religieux parce qu'ils ne voient pas l'importance de l'enregistrement du mariage à l'état civil, d'autant plus que dans ces sortes de jeunes, il y a peu d'héritage à se partager après le décès du conjoint. Donc, ils préfèrent faire le mariage religieux. Selon eux, c'est pour respecter donc, les prescriptions religieuses. Enfin, pour ce qui concerne les décès, nous l'avons vu, la majorité de nos enquêtés savaient que la naissance devait être enregistrée, mais il n'était que 7% qui savaient que le décès devait être enregistré. Et 7%, dans ces 7%, il n'y avait que pratiquement 3% de décès qui étaient enregistrés. Et ce peu de décès qui est enregistré, nous l'avons vu, c'est des décès des hommes qui ont été enregistrés. Ça se comprend, comme je l'ai dit, aisément, parce que les gens enregistrent les décès là-bas parce qu'il y a de l'héritage. Et comme c'est les hommes qui détiennent pratiquement tous les pouvoirs, dont les pouvoirs économiques, ça se comprend aisément que ce soit les décès des hommes qui soient enregistrés, contrairement aux décès des femmes. Merci. Merci beaucoup, Louis. Leila, Female Genital Mutilation, major success. Le FGM, c'est un grand succès. Le MGF, c'est un grand succès. C'est un programme qui vise à changer les normes sociales et changer les comportements. Nous savons que les gens sont très émotifs et sont influencés par l'environnement, par leurs mentors et par les autres, les gens avec qui ils interagissent. Alors, ce qui arrive autour de la personne et dans le contexte est très important. C'est aussi important que les pensées et l'attitude des personnes. Alors, quelle serait la recommandation principale que vous pourriez donner visant les normes sociales? Eh bien, comme je l'ai dit, je crois qu'on le dit, il faut le répéter, qu'il faut travailler avec les collectivités pour leur permettre de définir l'importance de l'ESSEC pour eux. Travailler avec la société civile lorsque nous parlons des filles et des femmes, eh bien, il faut travailler avec le mouvement des femmes et vraiment les mettre au centre de nos intérêts. Ça peut pas toujours être facile, ça pourrait prendre des formes différentes que ce à quoi on s'attendrait, mais c'est essentiel de mettre les gens au centre des actions. C'est ça que nous avons appris du programme MGF, dans le programme MGF, en partant de l'identification des gens qui ont changé de comportement. C'est vraiment la collectivité qui va décider de qui fait partie du groupe de référence et il faut toujours donner le message fondé sur les droits, bien sûr, c'est essentiel, mais je dirais que il faut être prêt à continuer à investir. Il faut être prêt à activer la collectivité et les mettre au centre des actions et être certain de travailler avec les mouvements des femmes et assurer de bien veiller à l'assurance des droits des personnes. Claire, merci beaucoup pour votre exposé. Comment nous pouvons nous assurer que les variables légales soient identifiées et que les dispositions juridiques respectent les droits fondés sur le sexe, surtout quand on parle des femmes? Merci, c'est une excellente question, Elena. Je crois que ce qu'on reconnaît pas suffisamment théoriquement et de façon empirique, lorsqu'on parle des droits de la femme et de la justice des sexes, c'est l'impact et la place des systèmes juridiques lorsqu'on parle du développement des comportements et qu'il y a une relation va-et-vient entre les systèmes juridiques et les normes sociales. Les systèmes plurijuridiques sont des systèmes qui fonctionnent dans le monde, qui ont des lois de fait. En fait,
il y a des lois sur papier. Bon, un État veut dire il n'y a aucune discrimination, c'est dans nos lois. La discrimination n'est pas permise, on a l'égalité des sexes, mais la réalité est autre, tout autre. Les droits de la personne, les droits des femmes, les gens qui travaillent là-dedans savent depuis des années que l'un des principaux défis pour faire avancer les droits des femmes et des filles dans le monde, c'est le problème qui survient lorsqu'on parle du pouvoir de ces systèmes plurijuridiques, des lois de coutume, des lois, des règles des tribus pour former les comportements et déterminer les comportements des femmes. Donc, dorénavant, il faudra considérer la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi vis-à-vis le renfort des ESSEC, mais aussi il faut aussi considérer le côté qualitatif et ethnique. Comment est-ce que les systèmes plurijuridiques jouent sur la capacité des femmes d'enregistrer les naissances, les mariages et les décès? Merci. Merci, Claire. Donna, je vais revenir à vous, mais 12 millions de personnes romanes en Europe. Que dites-vous des biais culturels et de l'influence sur leurs droits des pratiques actuelles? Contrairement à ce qu'on croit, et pour les gens qui connaissent un peu les Romains, bien, les Romains sont nomadiques. Ce n'est plus le cas. Alors, les gens, beaucoup d'entre eux sont assimilés et sont maintenant sédentaires. Il y a toujours des collectivités très traditionnelles qui voyagent, qui se déplacent à l'intérieur du pays, mais c'est vraiment une minorité de ces Roms. Dans les collectivités traditionnelles, on peut encore voir certaines pratiques en existence. Surtout lorsqu'on regarde ça de l'extérieur de la collectivité. Les gens vont dire, bon, c'est leur culture, c'est leur tradition. Mais il existe des pratiques aussi, ce qui est relié à des pratiques qui causent des problèmes qui sont moins blessantes que le MGF, mais ça peut être les mariages forcés, arrangés, les mariages précoces, etc. Le programme principal, c'est lorsqu'il s'agit de très jeunes filles. Il existe donc ces pratiques, mais c'est exceptionnel lorsqu'on considère les nombres importants de Roms. Alors, il y a aussi les tests de virginité. C'est une question taboue qui n'est pas questionnée dans la collectivité rom ou pas suffisamment questionnée. Mais il était temps qu'on fasse passer un message clair de l'extérieur de la collectivité et à l'intérieur de la collectivité pour dire que ce genre de pratique doit être suspendu. Si on regarde l'histoire de la société, eh bien ici, c'est l'inverse, c'est le contraire. La majorité de la population générale qui demeure dans des régions où il y a des collectivités roms, ils ont un certain préjugé de leur mentalité qui dure depuis des siècles. Et ça semble être quelque chose qui n'a pas de fin. Au cours des 20 dernières années, il y a eu toutes sortes d'initiatives comme le développement de stratégies gouvernementales pour l'intégration des Roms et l'inclusion, mais sur papier, tout est beau, hein? Mais si c'était vraiment mis en œuvre, même le tiers des démarches étaient mises en œuvre, on verrait une grande amélioration. Mais ce n'est pas le cas, parce que le problème, c'est ici. C'est vraiment les préjugés, les racismes qui se passent dans le côté psychique.
on peut dépenser beaucoup d'argent pour résoudre les problèmes et ça ne donnera rien si on ne change pas les attitudes. Je vous demanderai encore 1 minute pour parler d'une situation très importante qui est reliée à ce que les autres collègues ont mentionné. Eh bien, je voudrais parler des lois, des procédures et des politiques et de comment ils sont utilisés ou abusés pour empêcher qu'on arrive à enregistrer les actes civils. Les Roms sont aussi victimes de ce genre de situation. En Europe, les gens qui viennent de l'ancienne Yougoslavie, qui ont quitté le pays, qui sont allés dans l'Europe occidentale, eh bien, après une vingtaine d'années, ils ont été déportés et renvoyés dans certains pays. Il y a aussi les États-Unis où ce fut un problème. Durant 20 ans, il y a beaucoup de Roms qui viennent, qui arrivent de l'Europe aux États-Unis et qui demandent un statut de réfugié. Pour des raisons de racisme ou d'enfreinte aux droits humains importantes. Tout récemment, il y a un cas d'une femme rome, Roxana Edizi, et sa famille, qui demeure ici depuis plus de 20 ans. Actuellement, ils sont à veille d'être déportés. Beaucoup d'autres familles roms ont été déportées déjà et des nouvelles familles qui sont arrivées seront aussi aux prises avec le même risque et le même problème. Le problème, c'est que les politiques et les lois sont utilisées pour enfreindre sur le droit au bonheur et le droit de vivre dans un endroit où on se sent en sécurité et de aussi vivre une vie avec dignité, surtout pour les gens qui ont bâti leur vie dans ces pays-là depuis un bon nombre d'années. Eh bien, on doit leur permettre de rester. Merci beaucoup. Finalement, Andy, vous avez pas souvent très peu à dire, mais des contributions très importantes. Alors, pourriez-vous nous donner des recommandations et des idées de savoir comment on peut procéder de façon concrète pour améliorer le côté mariage? Document de mariage? Eh bien, merci. Je crois qu'un début, ce serait la compréhension de où nous sommes actuellement dans cette couverture. La situation actuelle, comme je l'ai indiqué, c'est que nous ne savons pas où nous en sommes rendus avec l'enregistrement des mariages. Il faut donc d'abord générer les données pour pouvoir évaluer le nombre moyen et de parler de données de qualité. Ensuite, on pourra identifier les démarches à prendre, que ce soit du côté demande ou approvisionnement en matière d'enregistrement, pour savoir comment procéder, comment développer des stratégies. Par exemple, dans les pays dont on a parlé aujourd'hui, il est clair que dans certains pays, juste en examinant les lois en existence sur le code familial, eh bien, il pourrait y avoir un changement dans les processus d'enregistrement des mariages. Ailleurs, on pourrait trouver que la population, les gens, ne sont pas sensibles aux avantages qu'apporte l'enregistrement. Donc, c'est important de leur donner l'information pour pouvoir faire avancer les choses. Merci beaucoup. Je vais donc commencer la session de questions-réponses. Les microphones sont là, sont baladeurs. Voilà, vous avez des micros baladeurs, des micros en salle avant que je ne mette fin à ce panel assez intéressant. Moi, j'ai une question par rapport à la transmission intergénérationnelle du statut
manque de documentation. Au Burkina Faso, il y avait une femme qui n'avait pas de document d'identité, ce qui a été traduit par la même situation chez l'enfant, la même chose chez les Roms. Donc, je me demande comment est-ce qu'on peut briser ce cycle et comment est-ce que on peut avancer un argumentaire de protection de l'enfant pour préconiser que les enfants aient des documents. Est-ce qu'il faut une dyade enfant-mère pour que cela puisse être bien fait? Merci. À l'ensemble des présentateurs qui nous ont gratifié vraiment de très bonnes choses. Je voulais juste poser une question à M. Lui et Mme Leila. Pour lui, je pense que vous avez montré qu'il y a une différence entre le milieu semi-urbain par rapport à la déclaration des faits d'état civil. OK, bon, mais je ne sais pas si je n'ai pas bien suivi. Est-ce que vous avez un peu analysé, en fait, la corrélation entre aussi le niveau, en fait, d'instruction des populations par rapport à cette déclaration et aussi le statut aussi des individus, notamment des parents. Par exemple, quand je parle de statut, si c'est des fonctionnaires, ils ont tendance à déclarer parce qu'il y a des avantages liés à leur statut, s'ils déclarent le nombre d'enfants, oui ou non. Pour Mme Leila aussi, je pense que vous avez fait une très bonne présentation, mais je voulais juste poser une question. Est-ce qu'il y a un système de suivi et de contrôle pour les communautés qui disent qu'elles ont en fait abandonné, ou bien il n'y a pas de système de suivi et de contrôle pour voir si réellement ce qui a été déclaré comme abandon a été respecté? Merci. Jana? Hello. My name is Jenna Slotin. I'm from the Global. Bonjour, je m'appelle Janice Slotin. Je suis du partenariat mondial sur les données pérennes. Merci beaucoup de ce panel et pour une belle journée. Je viens d'une collectivité qui regarde les données pour le développement aux fins de ODD. Et ce que nous voyons lors de nos partenariats, c'est qu'il nous faut puiser dans différentes sources de données pour faire face aux défis. Un domaine en croissance et qui mène à beaucoup d'activités, ce sont les données générées par les citoyens qui font en sorte qu'il y a une cohésion autour de l'habitation de l'individu qui se préveut des données communautaires pour améliorer leur vie. Je me demande donc si votre analyse des défis autour des normes sociaux pour les inscriptions à l'état civil, est-ce que cela mène à des possibilités? Est-ce que votre institution, ainsi que d'autres, a vu des méthodes pour mobiliser des groupes communautaires pour qu'il y ait des méthodes d'inscription qui pourraient être intégrées dans des systèmes nationaux de manière à ce que on puisse les certifier, comme vous voyez, comme tel qu'un centre de santé qui serait accrédité et qu'il pourrait y avoir des variables et que cela serait approprié à la réalité communautaire. En fait, ce que je veux savoir, est-ce que en tenant compte des projets d'incision des femmes, et nous avons vu là-bas des méthodes, et comment est-ce que de là, nous pouvons puiser des méthodes pour passer du secteur informel au secteur formel pour pouvoir accroître la couverture de l'action. Merci. Merci. Qu'as-tu répondu à la question? Je te remercie pour les questions pertinentes. C'est vraiment pertinent. Nous avons analysé pour les milieux de résidence, milieux semi-urbains et puis le milieu rural, et puis on a trouvé des différences. Mais je dois dire que l'échantillon que nous n'avons pas trouvé une très grande différence pour le niveau d'instruction. Leur niveau d'instruction, je ne parle pas de la corrélation entre niveau d'instruction et enregistrement des faits d'état civil, mais je parle juste du niveau d'instruction des personnes qui étaient contenues dans notre échantillon. Mais des études antérieures ont naturellement montré qu'il y a une corrélation entre le niveau d'instruction et puis le lieu de résidence. Ceux qui résident en milieu semi-urbain sont généralement mieux instruits
que ceux qui résident en milieu rural. Donc, on peut se dire qu'il y a quand même une relation positive entre le niveau d'instruction et puis l'enregistrement des naissances à l'état civil. L'autre point, c'est le statut des parents. C'est réel. Nous avons essayé d'analyser qui sont ces parents qui enregistrent leurs enfants. Et on s'est rendu compte que ceux qui enregistrent les enfants, c'est ceux qui ont le statut de mariés, c'est-à-dire ceux qui sont mariés par exemple à l'état civil. Ceux qui sont passés devant le maire pour célébrer leur mariage. Et généralement, c'est les fonctionnaires qui célèbrent leur mariage à l'état civil. Donc, il va de soi qu'il y ait une corrélation entre justement ces statuts de parents-là et puis la possession des documents de naissance. Merci. Merci beaucoup, Louis. Leila, can I go to you maybe to respond to the question on which was addressed on female? Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez répondre à la question de parallèle avec l'incision des femmes? Oui, je voudrais voir qu'après la déclaration de Paris, après le fait que les gens aient reconnu et ils aient fait une campagne, disons, symbolique comme Salima ou l'utilisation de certains tissus dans l'habillement, nous avons vu qu'il y a eu un engagement soutenu dans les différents programmes pays et qu'il y a eu un contrôle des pratiques où il y a un processus de surveillance communautaire pour s'assurer que les normes restent, parce qu'il y a un risque qu'il peut y avoir une érosion, un retour vers les normes sociales d'auparavant. Mais si il y a un élan communautaire en mettant les femmes et les filles à la tête de l'initiative, on peut voir que l'effort est soutenu. La science de la mesure, à savoir si le travail a un impact pour ce qui est, par exemple, de l'incision, on voit qu'il peut y avoir manque de données entre la pratique et la reddition de comptes, mais on a les mesures des normes sociales. Il y a ce qu'on appelle l'échelle du genre pour voir si les choses changent. Mais bien sûr, une vraie mesure, c'est est-ce que les filles sont coupées ou pas, comme on dit. Mais je crois qu'il y a une tendance qui est basée sur le groupe de référence, le travail avec le dit groupe, la dissémination, etc. Et puis le suivi, le contrôle du processus de changement initié, à savoir s'il se concrétise ou pas. En fait, il y a plusieurs aspects. Je n'en ai pas parlé, mais c'est fait. Merci beaucoup. Je vais vous demander de nous parler un peu du coût intergénérationnel, du coût de l'inscription. Oui, au moins, vous pouvez répondre à peut-être répondre à la question d'Alison. Pardon. Inaudible. Alison n'a pas de microphone. On peut peut-être entrer dans la minutie des détails, mais en fait, si vous pouvez en parler, si vous êtes à l'aise, en fait. Moi, ma spécialisation est sur l'inscription des décès. Et j'essaie de faire une ventilation par cycle intergénérationnel et ce qui permet aux populations d'avoir accès aux biens fonciers, aux comptes bancaires pour les femmes et les jeunes filles. Et c'est là que je vois l'importance de certificats de décès, de l'inscription des décès. Donc, je ne peux pas vraiment parler de l'inscription à l'état civil des naissances. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce panel qui est plus qualifié. En fait, cela est lié à la question d'Alison, n'est-ce pas? Sans doute, nous avons cette situation au sein de la communauté des Roms. Il y a eu des études faites par le PNUD qui est le piège de la dépendance. Nous devons mettre la population Rome dans un contexte européen, dans le contexte de l'Union européenne,
où l'enjeu n'est pas tellement que l'on ne sait pas comment pallier au problème. Il y a eu plusieurs forums mondiaux, il y a eu de belles idées. D'ailleurs, le monsieur ce matin a parlé du fait qu'il y a 80 millions qui ont été mis pour faire face à cet enjeu. Mais dans le cas des Roms, on parle de préjugés, de rejet. C'est une attitude de rejet. Les Roms sont encore appelés, on leur dit encore de retourner en Inde. On les a jamais considérés comme étant partie prenante des sociétés dans lesquelles ils vivent. Il s'agit là d'une barrière. Nous parlons d'une société, d'un groupe social qui est peu alphabétisé. Et ils ne comprennent pas. Il faut voir qu'il faut s'inscrire comme étant un prérequis pour avoir accès à certains droits. Donc, c'est parfois à ce niveau. On peut quand même travailler sur cela. Mais pour ce qui est de la collecte de données, il est important. Il y a Open Society qui a produit des rapports axés sur les Roms, la disponibilité des données ou les manques des données. On disait pas de données, pas de progrès. Quand on ne connaît pas l'envergure du problème, on a l'impression qu'on n'a pas un problème, on ne pense pas à sa résolution et bien entendu, on n'alloue pas des ressources. Donc, tout s'articule autour, pas seulement de la volonté politique, comme je dirais, mais nous avons l'intervenant du CRDI qui avait une question rhétorique, c'est-à-dire quand on parle d'inscription, on parle en même temps du manque de connaissances et le manque de volonté politique. Mais à se poser la question, qu'est-ce qu'il faut en primauté? Et moi, je pense que c'est la volonté politique. Et pour ce qui est des Roms, n'oublions pas que les données ont été recueillies, ça a été fait de par le passé, ça a été utilisé pour les identifier, pour les rassembler, pour les déporter, et cela a mené à leur extermination, à l'extermination d'un grand nombre d'entre eux. Donc voilà, c'est un enjeu très sensible. Je vais vous demander de conclure sur la question de Jeannette par rapport aux données. Merci encore une fois. Ça, ce n'est qu'un point de vue personnel. J'appuie l'idée d'encourager les citoyens à générer des données qui leur sont propres. Et si on met cela dans le contexte de ce qui a été présenté par Claire comme un principe de droit, dans le cadre de la création de données, qui est la transparence, l'imputabilité, l'auto-indication, entre autres. Je crois que tous ces éléments ensemble mènent à une démocratisation de la création de données. Bien sûr, on doit encourager cet élan dans le cadre d'acquisition de droits. Je suis navrée, je dois mettre fin à ce panel pour que vous preniez vos pauses. Oui, nous faisons tous partie d'une communauté régie par des normes. Nous avons des réalités qui est celui de donner un nom, de déclarer un enfant, de se marier, entre autres. Tout cela, nous savons qu'il est important, mais comment convaincre ces collectivités de veiller à cela? Nous avons des communautés de pratique qui, dans la compréhension d'une communauté, consulter les collectivités, les mettre au sein de ce système avec une approche centrée sur l'être humain. Il ne s'agit pas seulement de mener une consultation avec les gens, mais c'est de partager des normes, des tendances comportementales pour s'assurer que les gens sont outillés afin qu'ils puissent participer, qu'ils ont l'autorité d'agir envers les services pour obtenir ces documents qui sont vitaux pour plusieurs d'entre eux, qui établit leur identité juridique de la naissance à la mort. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir à mon panel.